Hello, bonsoir à toutes et à tous. On a un live très intéressant cet après-midi avec Daniela Leonini et on va parler de la théâtralisation des points de vente. Un terme qu'on entend parler en marketing et en retail, mais qui n'est pas toujours bien compris. La théâtralisation d'un point de vente est aujourd'hui une démarche ponctuelle ou permanente qui consiste à mettre en scène une offre commerciale d'une enseigne ou d'une marque. Il y a bien sûr et bien évidemment un but qui favorise l'achat ou la création d'une ambiance favorable ou euphorisante qui aide à augmenter la fréquentation du point de vente. Donc cette théâtralisation consiste en une mise en scène très particulière, voire spectaculaire de l'offre ou des produits en magasin. Si vous avez eu la chance de lire par exemple Au bonheur des dames par Émile Zola, on décrit cette théâtralisation comme étant vraiment un sanctuaire de commerce, un point de vente théâtralisé. C'est un point de vente qui engage le consommateur, qui fait vivre une expérience, qui raconte une histoire et ainsi de suite. Donc, si on parle d'objectif d'une marque qui veut s'investir dans la théâtralisation du point de vente, c'est sûrement déclencher un acte d'achat ou de créer une atmosphère captive. C'est très intéressant de faire ces actes pointus de théâtralisation du point de vente afin qu'on puisse aider les consommateurs à se sentir mieux dans cet espace et par la suite décider d'acheter ou de dépenser sur place. Un autre objectif peut également être la favorisation de l'impulsion in-store ou in situ. La théâtralisation donc a pour objectif de faire venir ce client en magasin, de lui donner envie de revenir une autre fois ou bien envie de rester plus de temps, de découvrir des histoires. Ou bien peut-être de passer plus de temps à découvrir les nouveautés que la marque a mis en place. Donc, comme j'avais déjà évoqué, la théâtralisation peut être un acte ponctuel qui aide la marque à mettre en scène un événement saisonnier ou une gamme de produits très spécifiques. À titre d'exemple, les scènes ou les mises en scène de Noël, de Pâques, de Halloween, ou pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin, etc. Ou des événements calendriers propres à l'enseigne, comme par exemple l'anniversaire de l'enseigne ou un événement de 10 ans, de 50 ans, etc. La théâtralisation peut également être un événement spécifique relatif à une activité comme par exemple la Fashion Week ou d'autres concerts ou d'autres activités nationales ou internationales qui coïncident à une date précise et que la marque aimerait valoriser. Donc, plusieurs marques s'intéressent par ces actions dans leur point de vente afin qu'elles valorisent non seulement l'événement, mais aussi pour pouvoir engager le consommateur et lui donner une raison de venir et de regarder la marque, etc. On parle aussi de théâtralisation comme positionnement de marque. C'est très intéressant de comprendre ceci parce que plusieurs marques aujourd'hui qui n'ont pas nécessairement un produit qui est différencié des autres produits, mais plutôt se positionnent sur la base de la scénarisation de son point de vente.
Donc, si on parle de cas de figure de marque française, je pourrais penser par exemple à l'enseigne Nature et Découverte ou l'Occitane qui propose aux consommateurs d'aller voyager dans leur point de vente à travers ces mises en scène ou ces décors fascinants, surprenants qui aident le consommateur à se projeter dans le point de vente. Donc cet après-midi, on va parler de ce concept de théâtralisation, mais nous allons voyager aux États-Unis pour découvrir avec Daniela ses voyages en fait et ses expériences dans différents points de vente qu'elle a sélectionnés et qui sont hautement théâtralisés. Ces points de vente, bien évidemment, sont spectaculaires et sont visités non seulement par les consommateurs pour un acte de consommation précis, mais surtout pour raconter une histoire et faire vivre le consommateur cette histoire très différente, très fascinante. Et par la suite, on vous montrera donc comment ces marques et ces enseignes sont en train d'engager de plus en plus le consommateur dans le point de vente. C'est très intéressant. Donc j'attends Daniela pendant quelques secondes afin qu'elle puisse se connecter avec moi. J'en profite également pour vous dire que les sessions Live with Ralia reprennent plus régulièrement à partir de la première semaine de septembre. Donc, on reviendra avec des discussions plus pointues sur le retail, sur les points de vente et sur les magasins éphémères. Il y en a plusieurs activités de points de vente éphémères et des manifestations sur la capitale. Donc, je vais essayer de me rendre sur place pour vous montrer ces différentes manifestations. Par la suite, je suis en train de changer donc, le site web de Rockster. Je vais vous annoncer ce changement dès que le website sera en ligne. Donc, si vous avez consulté récemment le site web, il est en cours de construction. J'en profite également pour vous dire que toutes les sessions live sont sur IGTV et sur le compte YouTube. Donc vous pouvez consulter également toutes les sessions live qui ont déjà été faites les mois précédents. Je reviens donc vers vous dans quelques minutes avec Daniela pour pouvoir discuter de ces concepts très intéressants de magasins éphémères, mais cette fois-ci de New York. Et Daniela a sélectionné différents cas de figure pour nous montrer comment une marque puisse développer ce point de vente hautement théâtralisé, très expérientiel, très engageant avec les consommateurs. Et à quel point une marque pourrait développer ses points de vente pour donner encore plus aux consommateurs, pour l'aider à s'engager, à vivre une histoire et non seulement d'être un simple spectateur, mais d'être lui-même un élément de cette scène de théâtre et qui devient acteur de son propre théâtre. Donc ça, c'est le plus important quant au concept de la théâtralisation. Et j'en profite aussi pour vous dire que plusieurs marques essayent de théâtraliser leur point de vente. Mais le plus important, c'est de connaître qu'une marque qui théâtralise son point de vente doit refléter son positionnement.
il doit y avoir une gestion cohérente entre l'ensemble du point de vente et plusieurs aspects qui favorisent la rentabilité de ce commerce. Donc, il ne faut pas seulement avoir un point de vente hautement théâtralisé, mais il faut que ce point de vente puisse aussi aider le consommateur à aller chercher l'offre que la marque propose. Ça y est, Daniela est là. Je vais me connecter avec elle. Puis tous ces détails ensemble. Donc, j'attends une petite seconde. Allez, salut! Bonjour Gaïa, Ça va? bien et toi? Avec ce bel olivier au background. Exactement, je suis en Toscane. Eh oui. Voilà. Et Daniel, là, j'avais fait une belle introduction sur le concept de théâtralisation, mais je sais qu'on a plein de choses à discuter, donc je te laisse cet espace pour nous raconter donc de ce concept et de tous les exemples que tu as choisis pour ce live. Alors en fait, donc pour ce live, j'ai choisi de vous faire voyager. Donc je vous emmène à New York. Alors l'histoire, c'est que c'est de New York avant Covid. Je n'ai pas de baguette magique, donc on espère que voilà que la ville reprendra et que la théâtralisation donc dans les magasins restera quelque chose de très important pour le paysage new-yorkais. Il faut savoir donc que c'est une ville donc qui est un grand intérêt pour la marque parce qu'il y a beaucoup de population, il y a beaucoup une clientèle pressée, cultivée, curieuse. C'est une ville aussi où il y a beaucoup d'innovation. Donc, ça permet de tester aussi des choses en magasin plus facilement voilà, que dans d'autres villes. Et donc, je voulais vous parler de trois concepts de magasins différents voilà, qui mettent en fait la théâtralisation ou ce qu'on peut appeler l'art et le théâtre au cœur de leur magasin. Donc, D'accord. le Avant, premier avant concept, oui. de commencer avec ces concepts, est-ce qu'on peut juste rappeler c'est quoi la théâtralisation et pourquoi ce concept est important aujourd'hui dans le monde du retail? Pourquoi Alors les marques s'y d'abord, accrochent? la théâtralisation, d'abord, c'est du visual merchandising. C'est vraiment, on met en scène finalement des produits ou dans un magasin, on rentre voilà, dans un magasin où les choses sont mises en scène et d'une manière presque exagérée. Donc on fait rentrer finalement le consommateur voilà, dans cette mise en scène. Ensuite, ça permet aussi de raconter des histoires. Voilà, parce que en racontant des histoires, on permet aussi d'engager le consommateur, voilà, par rapport à peut-être des valeurs que peut avoir l'histoire, la marque dans le magasin. Et aussi, c'est une manière de communiquer finalement et de faire vivre, voilà, aux clients une expérience qui est propre finalement donc à l'enseigne qui est là. Et puis, dans ces magasins, en fait, la frontière entre magasin, lieu de vie, lieu d'exposition, loisirs, elle est pas très nette. Et donc, ça fait aussi que ça devient un lieu de destination. On avait parlé de Merci, vous vous souvenez. Voilà, et ça donne en fait envie aux gens de se déplacer et de venir vivre cette expérience. D'accord. Et aujourd'hui, donc, on va parler de l'expérience à l'américaine. Donc, c'est des points À de vente. l'américaine. Donc, exactement, donc c'est exagéré, on va dire, par rapport à ce qu'on vit chez nous en Europe. Oui. Même si je pense que c'est quelque chose vers lequel beaucoup de concepts commencent à tendre quand même chez nous en Europe d'une certaine façon. On voit dans les grandes, les Nike, les Nike, Apple, voilà, tous ces magasins voilà, qui se sont ouverts dernièrement sur les Champs-Élysées. À leur manière, voilà, ils ont une forme de théâtralisation aussi et d'immersion, de faire immerger finalement le client dans un univers spécifique. Très bien. Donc, commençons par ces concepts que tu as choisis et je vais essayer, moi, de retrouver les photos comme on avait prévu. Donc, tu On as avait un... prévu. J'ai une Voilà. première marque qui s'appelle Gentle Monster. Donc, c'est une marque coréenne de lunettes. Et donc, c'est vraiment la théâtrisation à l'extrême dans ce magasin.
Donc, juste pour vous donner deux mots sur cette marque, donc c'est une marque qui a été créée en 2011. Entre 2011 et 2018, ils ont ouvert 41 magasins partout dans le monde. Donc, c'est quand même une force de frappe assez fort. Donc, en Asie, donc la lunette et ces grandes lunettes, en fait, sont importantes parce que c'est un accessoire à part entière et ça donne une image finalement au client et ça donne une image au visage avec ces lunettes voilà, très spécifiques. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant de cette marque à souligner, c'est que Gentle Monster, quand il emploie par exemple une personne pour donc concevoir des lunettes, et ben à côté, il y a 10 personnes, c'est un rapport de 1 à 10, qui conçoivent les visuels et tout ce qui se passe dans les magasins. Donc, vous imaginez comment ils mettent leur force finalement déjà en termes d'équipe. Oui. Et donc voilà. Et donc dans ces magasins, c'est une muséification à l'extrême. On ne comprend même pas qu'on est dans un magasin de lunettes en fait. On rentre, on a des espèces de sculptures, on a des machins qui tombent voilà, du plafond. Bon, moi, quand j'y suis allée, des formes tendues avec des fils, avec des cordes, etc. Et si je ne savais pas que c'était une marque de lunettes, voilà, les lunettes, on ne les voit pas tout de suite en fait. La première pièce, elle est vraiment dédiée à cette espèce de sculpture géante. Ils ont même vraiment des designers, comme je vous disais, qui sont spécifiques. Donc, comme dans les musées, finalement, à créer cette expérience. Ils avaient fait, par exemple, à New York, une expérience d'aquarium avec un sculpteur. Et tout ça, c'était inspiré, par exemple, du film Le Grand Bleu. On vous immergeait, voilà. Et donc, les lunettes, elles sont sur des étagères presque transparentes, mais vraiment de chaque côté de la salle, on va dire de la première salle. Et on voit plus de collections de lunettes quand on rentre à l'intérieur du magasin, parce que ce magasin, en fait, c'est un espèce de labyrinthe. On arrive dans cette grande première salle. Je dis salle parce que je n'ai vraiment pas l'impression d'être dans un magasin, j'ai l'impression d'être dans un musée. Et on a une déambulation, voilà, on passe dans quelque chose de plus petit, après on revient dans quelque chose de plus grand, après, et les lunettes, elles sont mises sur des étagères transparentes avec juste un petit prix d'une manière très délicate, mais on ne sent pas que c'est, alors que c'est quand même une marque de lunettes, que c'est le principal qu'on vient là pour les lunettes en fait. Alors ce que j'ai trouvé... Tu penses, Daniela, que théâtraliser autant, ça aide le client à s'immerger, mais est-ce que c'est une raison aussi de faire perdre le client si on fait de la théâtralisation Moi, sans je pense. indiquer? En Donc, tous les cas, c'est mon impression que j'ai eue quand j'ai visité ce magasin, que j'ai trouvé sublime, on va dire, la beauté des yeux et la promenade, mais qui manquait d'humanisation, en fait. Oui, certes, j'ai eu plein de gentils vendeurs qui m'ont dit bonjour, qui m'ont juste dit bonjour et qui m'ont accueilli, mais bah, je ne sais pas moi, si j'avais été, on va dire, voilà, responsable de ce magasin, je pense qu'on aurait pu aller mais beaucoup plus loin finalement avec des vendeurs qui vous racontent, parce que moi, je n'ai rien su de qui était l'artiste, de qu'est-ce que c'était, pourquoi il était là finalement. Je ne sais pas, il n'y a rien qui était écrit, on ne m'a pas remis un papier, on ne m'a pas raconté, on ne m'a pas emmené par la main. Voilà, pourtant j'étais seule le jour où j'ai visité ce magasin pour m'entraîner dans cette méga super structure. Voilà. et avant de rentrer, est-ce que tu étais consciente que tu allais rentrer pour découvrir les produits de cette marque ou tu étais tentée par le visuel de l'extérieur qui t'a Alors, amené on est à complètement découvrir? tenté. On est complètement tenté parce qu'en plus, le mur de fond de la première pièce, c'est un écran géant je t'ai perdu, non, je t'ai toujours, qui en fait, donc on voit que Gentle Monster, on voit des jeunes très beaux, voilà, avec des images qui passent en fait avec des jeunes avec des lunettes, mais non, il y a quelque chose qui manque dans cette expérience, Hum, hum. je trouve. Je Donc, trouve. parfois, si on prend l'expérience à un degré très poussé, on risquerait de s'éloigner en fait de l'essence de la marque et des liens qu'a Complètement. ce store avec la marque.
Ouais, je Et trouve un peu. Mais bon, c'est hyper esthétique, hein. C'est très oui, beau. Voilà, il y a un côté hyper esthétique, très beau, même un peu mystérieux presque. Même le nom, Gentleman, bon, moi je connais parce que je viens du Sérail, mais on va dire pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, c'est pas évident de comprendre, quoi. Entre le nom, Gentle Monster, ces sculptures qui ont l'air d'énormes monstres. Euh, voilà, et de faire le lien finalement avec le produit qui est une lunette, voilà, c'est pas du tout évident, pas du tout évident. d'accord. Donc ça, c'est un point très important pour les managers pour penser par la Oui, suite comment exactement. vraiment concevoir ce point de vente. Gentle Monster aussi, je pense que c'est une marque qui vend ses produits chers. Très Euh, cher, elles sont à 450 $ quand même, la paire de donc un lunettes. investissement plutôt qu'une Ah oui, lunette. exactement. Non, tu as mis les photos, les lunettes sont sublimes, elles sont Oui, hyper techniques. oui, C'est même plus des lunettes, hein, ça a un côté archi-futuriste. Voilà, c'est pas la lunette comme j'ai là pour voir ou pour. En effet, on est dans un produit hors, hors parcours presque. hum, Donc, hum. ça, on peut, en effet, pour voilà, quand même remettre cette théâtralisation au centre, se dire que, voilà, que la théâtralisation peut être intéressante quand même pour une marque comme eux. Et Daniela, pour rebondir sur ce sujet, la plupart du temps, on dit que la théâtralisation du point de vente aide le consommateur à s'immerger, à avoir une belle expérience avec la marque et ses produits, mais l'intérêt, c'est aussi de théâtraliser pour vendre ou pour avoir des achats plus impulsifs in situ. Avec une marque qui vend ses produits aussi chers, est-ce que la théâtralisation est conçue pour un objectif de vente ou c'est un objectif plutôt de communication? Je dirais dans ce cas, c'est un objectif de communication. Vraiment, réellement de communication, parce que des ventes, ils doivent en faire, hein. C'est évident que la cible, on va dire, qui achète déjà des lunettes aussi chères et qui est aussi précise, et ils doivent certainement avoir les moyens de la toucher différemment. Euh, mais communiquer sur la marque et la faire connaître, voilà, c'est intéressant aussi parce que, alors je n'ai pas été regarder plus sur Gentle Monster, mais je crois qu'en Chine, bah, en Chine, ils ont énormément de points de vente, et, euh, et même ils ont des malls entiers. Je veux dire, c'est eux qui sont Les euh, propriétaires de... pas des propriétaires de malls, mais ils font ces scènes, voilà, dans des espaces communs, voilà, de malls. Et donc, D'accord, là, on comprend en fait. d'accord, d'accord. Donc c'est un concept très intéressant, mais qui a des points peut-être, on Des peut dire, limites, on peut dire, limites. voilà. Des points limitants. On peut donc découvrir le deuxième concept. Voilà une autre, avant de partir, Voilà, donc c'est une ça, autre ce sont les photo de grands Gentle écrans. Monster. Voilà, c'est notre photo exactement où j'avais pris plein de photos de ces écrans. Voilà, voilà, c'est quand même très très esthétique, c'est très empreint de toutes les pubs des marques de luxe. Oui, Euh, c'est euh, vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est très intéressant aussi. Moi, j'étais en train de regarder les photos et je me suis projetée dans ce point de vente et je pensais que il y aura peut-être une stratégie complémentaire qui va aider la marque à amener les clients à acheter plus ailleurs que dans ce point de vente. Et peut-être que ce point de vente, c'est uniquement vraiment de l'expérience, faire grandiose pour amener les gens à parler de la marque plutôt que... Exactement, Voilà, exactement. Après, voilà, je ne sais pas si par exemple ils font des soirées ou des moments dédiés, parce que ça, pour un magasin comme ça peut être quand même très intéressant d'avoir c'est vraiment vrai. une rencontre, voilà, avec des moments dédiés avec leur clientèle, voilà, plus que le tout venant qui était moi, voilà, qui était à New York et qui m'avait fait mon petit retail tour et donc qui suis passé un moment X. Je crois que c'était à l'ouverture le matin. Voilà, Mm. ça peut, et l'espace s'y prête en fait, Oui, même avec des happenings, avec
des moments, je sais pas, des artistes qui font des choses en live, finalement, dans le lieu. Ça peut être très, très intéressant pour un lieu comme ça, de fonctionner de cette façon. D'accord. Et en comparaison donc avec un autre concept que tu as visité, quels étaient tes avis sur, Alors, par qu'est-ce que tu exemple, as ce mis en deuxième? concept de Schofield? Ah voilà, Schofield, c'est vraiment super intéressant. Schofield, donc c'est déjà pas du tout la même taille parce que c'est un peu comme un grand magasin. Il y a quand même 4 étages dans House of Schofield. Et donc, eux, ils ont construit finalement leurs 4 étages comme une expérience immersive. Donc, parce que à l'intérieur, c'est divisé avec plein de petites boutiques pop-up, des lieux d'exposition, des expériences théâtrales, des événements. Il y a tout ça dans ce lieu. Mhm. Alors, eux, ils se sont inspirés. Donc, eux, c'est qui? Ce sont donc 3 fondateurs. Voilà, Nathanael Talsby, Cathy Hunt, qui était une ex-Warby Parker, pour ceux qui savent. Donc, c'est une marque de lunettes DNVB très intéressante. Et un troisième acolyte, Amir Twinchell. Donc, ce sont des serial entrepreneurs. Et donc, eux, ils ont quand même levé 9 millions de dollars auprès donc d'investisseurs en capital risque. Donc, ils ont quand même énormément de moyens derrière, et d'où le bâtiment de 4 étages. D'accord. Ensuite, ils se sont inspirés donc d'un magasin que malheureusement je n'ai jamais visité, qui s'appelait Story. Donc, qui a beaucoup fait parler de lui à New York. La femme qui avait monté Story s'appelle Rachel Stetchman. Maintenant, elle travaille aussi pour Macy's. Et elle disait qu'il y avait une formule idéale pour les magasins, c'était qu'un magasin, c'était un point de vue d'un magazine, qu'il devait changer comme une galerie, et il devait vendre des choses comme un magasin. Et donc, c'est intéressant parce que, pareil, je me rapproche de Merci, mais c'est quand même très proche de ce que nous faisions chez Merci. Et donc, chez House of Schofields, les marques essentiellement qui sont mises en scène, ce sont des marques digitales. Mhm. Chez Schofield, c'est la rencontre physique réelle de ces marques digitales, voilà, dans un lieu. Chez Schofield, par contre, le lieu est très important et les liens humains sont importants. Et ils disent que pour eux, ils ont vraiment basé leur lieu sur l'expérience client et des marques qu'ils présentent. Et donc, ils parlent vraiment de théâtre. Par exemple, les vendeurs, ils disent que ce ne sont pas des vendeurs, mais ce sont des acteurs. Et ils sont Mhm. formés pour raconter donc les histoires des marques donc, qui sont présentées chez House of Schofield. Alors, chez House of Schofield, on rentre et déjà à l'accueil, vous avez quand même quelqu'un qui vous accueille. Il y a un Mhm. comptoir et il y a une personne qui vous accueille et qui vous demande si vous voulez vivre l'expérience House of Schofield. Et donc, pour la vivre, il faut s'inscrire sur une tablette avec son email. Donc ça, on voit bien les marques digitales. Donc la prise d'email et donc pour augmenter la communauté et pour avoir de la data. Si vous voulez vivre l'expérience House of Schofield, il faut absolument donner son email et donc s'inscrire. Et donc là, on vous invite à prendre l'ascenseur et donc de monter directement au dernier étage. Et donc, on traverse une série de salles pas très grandes. Donc, les pop-up sont des petits espaces. Ça, c'est aussi, ça a vraiment un côté très humain. Dans chaque petit espace, il y a vraiment un vendeur. Ils ont tous cette combinaison blanche avec écrit Schofield derrière. Donc, on reconnaît très, très facilement les vendeurs. Et là, on arrive en fait dans une dernière pièce. Donc, on se demande un peu Qu'est-ce qu'on fait là? qu'est-ce qu'on fait là, qu'est-ce que ça va être. Et donc, moi, je savais sans savoir parce qu'on m'en avait parlé. Et donc, dans cette pièce, il y a une espèce de trappe qui s'ouvre et il y a un rond
Je crois que j'avais pris de photos. Et en fait, alors moi j'étais arrivée, c'est amusant parce que j'étais arrivée en fin de journée, c'était en hiver, où j'avais déjà fait donc ma journée de retail tour, j'étais assez fatiguée, j'avais acheté pas mal de petites choses, donc j'avais plein de petits paquets. Et donc là, je vois ce rond et on doit s'enfiler dans ce rond. Et en fait, c'est un toboggan. D'accord. Et donc, on passe pratiquement du quatrième étage au Au deuxième premier. étage, Ah, au deuxième, à travers ce toboggan. Donc, on est vraiment à Disney. Et donc, les fondateurs disent en fait aussi que ben, les expériences de shopping sont les mêmes un peu partout. Vous allez à Londres, à Paris, à Milan, à New York, et que ben, on ne sait pas si on est à Paris, Londres, New York. Tandis que là, quand on est passé à travers le toboggan, on sait qu'on est chez House of Schofield. Et c'est vraiment très drôle. Hein. Vraiment, on a, même moi, voilà, je vous donne pas mon âge, mais si, j'ai quand même 56 ans. J'ai pris un plaisir fou donc à passer dans ce toboggan. Et on arrive, et là, à l'époque, je suis arrivée donc dans cette pièce qui était comme une espèce de forêt enchantée, de faux arbres avec des petites lumières. Et donc, on faisait essayer à l'époque une petite crème. Donc on arrive, on a une petite vendeuse mais charmantissime, adorable, voilà, qui vous reçoit et en fait on tend les mains et elle vous met une petite crème et elle vous raconte une histoire et, euh, et donc là on se rend compte que c'est vraiment une théâtralisation très humaine et très facile. Euh, et c'est ce que disent d'ailleurs donc les fondateurs, c'est-à-dire que eux, en fait, leur idée de marque de House of Schofield, c'est de devenir la première plateforme de découverte de marques hors ligne, en ligne, mais que la partie vraiment expérience, la partie humaine, la partie euh, comment est-ce qu'on peut dire, ouais, aller de l'avant, optimiser la relation client, on voit qu'elle prend tout son sens en fait. donc dans ce cas, contrairement au premier cas, on est surtout dans une relation de proximité entre le consommateur et la marque et que le consommateur devient lui un acteur aussi de ce théâtre. Complètement, tout Il à vit fait. un rôle et il vient à la rencontre avec la marque, non pas uniquement avec ce côté physique de décor, mais le contact humain d'échange entre la marque et les représentants de la marque et tout ce qu'elle a à raconter. Et tu as aussi parlé de cette histoire qui se raconte à travers ce voyage qu'on vit. Exactement. C'est un voyage où Voilà. sont plein d'expositions, plein de petites mini-expositions. Euh, et, euh, et on sent vraiment voilà, des vendeurs sympathiques. Vous voyez, on voit la photo d'ailleurs, qui vous accueillent et qui ont vraiment envie de vous faire découvrir. Voilà, moi à l'époque, j'avais donc il y a une marque qui s'appelle Swells. Donc c'est une marque de bouteilles, de gourdes. Vous savez maintenant, voilà, le On plastique, en a partout. Oui. voilà, oh, c'est fini. Et donc, on a des gourdes et c'est une très très jolie marque de gourdes. Donc, bah, forcément éco-responsable. Il y avait un énorme écran avec plein de déchets, voilà, qui tombaient et on voyait les pourcentages augmentaient. Donc, on comprend qu'on est dans quelque chose, voilà, On contribue on dans le contribue bien-être dans le de bien-être de notre l'environnement. planète. Oui. Ensuite, il y avait une salle très, très, bon, pas très, avec des espèces de bouts de, je sais pas comment je peux appeler, de, 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 de euh, c'est peut-être en fait, si je dois expliquer, c'est des sacs en tissu rose, turquoise, vert, remplis de sable, qui sont complètement, il y a le mur est tapissé de ça, et donc ça, c'était l'expérience un peu théâtrale. Mm. Ensuite, il y avait un espèce de mini chambre d'hôtel où on vous faisait découvrir un peu un concept d'hôtel du futur. Euh, voilà, c'est plein de petits micro-stores en fait, voilà, qui font partie du spectacle. Et donc, on vient, on touche, on expérimente, on s'engage avec des produits, voilà, d'une manière très très simple et très excitante.
je vais dire, j'ai vraiment beaucoup aimé House of Schofield. C'est d'ailleurs une marque que je suis sur Instagram. Ils ont une communication hyper joyeuse, toujours avec plein de petits clins d'œil. Euh, et ils fonctionnent donc avec plein de collabs avec des artistes. Mhm. Euh, bon, malheureusement, je vis pas aux États-Unis. Je sais qu'ils avaient donc projeté, et donc c'est maintenant, ça doit peut-être être stoppé, d'ouvrir un deuxième House of Schofield à Miami, qui est D'accord. quand même une ville Mm. où il y a la Art Fair chaque année au mois de décembre. Donc ça paraît assez logique. Voilà, je trouve que voilà, je pense que c'est un concept qu'il faut suivre, qu'il faut absolument suivre. On n'a pas d'équivalent pour l'instant à Paris, en tous les cas, mais voilà, je pense que voilà, c'est un pour ceux qui sont passionnés de retail, je pense que c'est un concept qui existe depuis à peine 2 ans. Voilà, qu'il faut garder dans la loupe en fait, dans Mm, notre mm. loupe. D'accord. Dans ces concepts, et comme tu l'avais évoqué, euh, c'est une logique de ces nouvelles marques de proposer des collections qui sont plus petites mais qui changent tout le temps. Donc, on est Oui. dans cette Mm. logique de renouvellement. Et donc, est-ce que ces caractéristiques de ces marques online qui vont dans le physique, est-ce que c'est une caractéristique d'une marque de NVB? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le retail devient de plus en plus orienté vers les collections capsules, un changement de collection? Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Bah, déjà, oui, déjà, comme je vous ai dit, donc beaucoup de ces marques ont démarré en monoproduit, en Oui, fait, avec un produit phare très par, important, oui. parce que c'est beaucoup plus facile, finalement, d'attirer le slip français. Il a démarré avec un slip pour homme, voilà, fabriqué en France avec une bande bleu, blanc, rouge. Et de là, ensuite, on a ajouté des produits et des collections. Et ensuite, le côté capsule, en effet, quand on est une marque online, bah, on peut plus fonctionner finalement comme une marque traditionnelle qui avait 2 collections par an, si on parle de prêt-à-porter, mais peut-être aussi d'autres choses. Mm, Et pendant 6 mois, finalement, on vivait avec cette collection. Il faut du renouvellement, et le renouvellement, c'est que tous les mois, il faut apporter une capsule petite d'un mm. certain nombre de produits bien faits, voilà, et qui voilà, et qu'on fabrique pas dans des quantités énormes, Énorme, voilà, mais oui. qui se vend, voilà, au moment T. Donc, des Voilà. collections pointues aussi qui viennent rejoindre le consommateur qui, lui, réclame de plus en plus de nouveautés et de ces expériences inédites qu'il puisse vivre dans ces endroits. Oui, sans aller à l'extrême, parce que je pense que, voilà, en tous les cas, on peut dire que le Covid nous a fait maintenant, euh, on le savait déjà, mais vraiment réaliser que cette course-poursuite en avant, c'est Mm. c'est too much en Oui, fait. oui, 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 oui. Donc oui, bien sûr qu'une marque est là pour vendre des produits, pour faire des produits, mais voilà, tout ça avec un rythme, avec moins de produits, plus choisis, mieux fait, voilà, un rythme voilà, plus supportable en fait pour tous, et pour la marque et pour le consommateur. Très bien. Un autre concept que tu as choisi est une marque qu'on connaît tous, c'est Ben Starbucks. oui, Starbucks, exactement, Starbucks. J'ai pas pu mettre les vidéos, mais on va essayer de les mettre sur les stories. Mais je pense que juste décrire ce concept Ah mais ce est lieu, fascinant. c'est fascinant. D'abord, donc Starbucks, qui est une marque mainstream américaine, qui est née à Seattle, voilà, sur le café qu'on connaît tous. Mais là, c'est pas Starbucks, c'est Starbucks Reserve Factory. Donc, on Mhm, est en montée de gamme. Et donc, ils ont commencé dans leur ville d'origine, à Seattle, ensuite pas mal aux États-Unis. Et en fait, il n'y en a que 6 dans le monde des Reserve Factory. Et donc, moi, j'ai visité celui de New York. Et donc, je pense que là, ce qui est fascinant d'abord, c'est la grandeur du lieu. C'est mhm. 3000 mètres carrés dans lesquels on a 5 bars,
2 pour le café, 1 pour le cocktail, 1 pour les grains de café emportés, 1 pour les pâtisseries, des produits Starbucks, on va dire designés, des casquettes, des mugs, voilà, des tabliers, etc. C'est un espace extrêmement design. Voilà, si je pense qu'on a tous lu le livre de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Et donc moi j'ai appelé ça Ça Charlie et la ressemble à la réserve. factory. C'est la factory exactement parce que on est un grain de café et on a des alambics et des tubes dans tous les sens et on sent l'odeur du café. On est là on est en train de moudre le café. Voilà, il y a des tubes qui sortent du plafond il est incroyable ce magasin. Il y a une ouverture très importante de l'espace. Donc, sur ces étages, tout le monde peut voir tout le monde. Et Tout le monde même voit tout le monde et on voit tout le plafond qui sont comme des blocs de bois, tous les alambics, les tubes, exactement. On voit tous les bars, on voit il a énormément de succès ce lieu. Il est super sympathique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le café, euh, il est intéressant. Et en plus, ils se sont associés avec un boulanger milanais, Princi, qui fait forcément gâteaux, des des biscuits. gâteaux, des biscuits, donc des cannolis siciliens, voilà, des sandwichs avec la mozzarella, la mortadelle, des pains avec des olives. On a un côté très, très goûtu, quoi, très riche de cuisine. Euh, et je pense que le concept est réussi à New York, donc de la Starbucks Reserve Factory. Il est facile. Il n'y a Cette pas de théâtralisation. complication. Il n'y a Oui, pas de c'est pas complication. on le Exactement. comprend tout de On suite le et on a comprend. envie d'aller visiter Voilà. et d'y rester. Comme tu Et as d'y dit même, rester. Et même si on n'est pas un amateur de café, on a envie de prendre des grains parce qu'il y a le bar à café avec je ne sais combien de cafés, de torréfaction du monde entier, voilà, qu'on peut se faire soi-même moudre. Voilà. Moi, je ne suis pas du tout amatrice de café, mais ça donne envie. Voilà, il marche très très bien ce concept. Et je et sais donc, qu'ils ont ouvert à Milan. Malheureusement, j'ai pas pu y aller cette année. Donc en Europe, on en a un. Donc pour ceux qui ont la possibilité d'aller à Milan, il est dans un très très beau bâtiment, dans une ancienne poste milanaise, Piazza Cordusio, qui est vraiment dans le centre, on va dire pas chic, mais vraiment commercial de Milan. Il y a le côté très mainstream, voilà, chez Starbucks qui reste. Euh, et avec la même, on vous appelle par votre prénom, donc on passe au guichet, on commande le sandwich, on commande le café qui va avec, ou c'est le pas. même rituel, C'est le même rituel. Voilà, on vous mais appelle qui est par fait votre dans un prénom. différent. Oui, Voilà, alors oui. tout est beaucoup plus chic, les gobelets sont plus chics, les plateaux, c'est des jolis plateaux en bois, voilà. Mais on garde le rituel Starbucks. En termes de prix, est-ce que le prix du produit proposé dans cet endroit est différent d'un café Starbucks qu'on prend importé ou dans un café traditionnel Starbucks? Je pense il est légèrement supérieur, mais vous avez vraiment toute l'enveloppe qui est presque luxe, on va dire, pour un Starbucks. Euh, voilà, pour un prix qui doit être légèrement supérieur, mais pas tellement différent de- d'un Starbucks. Mais en effet, la façon de vous recevoir, du design du lieu, au gobelet, aux vêtements des vendeurs. Voilà, c'est un côté beaucoup plus choisi. On sent Mm, qu'on est mm. quand même dans quelque chose de supérieur. Même les manches-pieds où on prend sa boisson, il y a des endroits où on s'assoit, il y a des grands bars. Voilà, où on peut, parce que comme il y a plein de lieux différents finalement de consommation de café, voilà, on fait sa queue tranquillement et on cherche sa place tranquillement. Très très new-yorkais, je veux dire, ça fait Oui, très point de oui. rencontre new-yorkais. Il est dans le Meatpacking District,
qui est quand même un district qui était assez avant-gardiste. Il y a un Apple qui est juste à côté. C'est juste en face de Google Town. Donc, ils ne sont pas là par hasard. Oui, oui. Et donc, ces lieux hautement théâtralisés nous racontent une histoire et c'est des lieux de destination. Donc, étant consommateur, on est intrigué à aller visiter ces points. Par contre, Complètement, ouais. si on va faire le point sur cette différence du retail américain qui a tendance à être grandiose et le retail théâtralisé en France, même si les espaces sont différents, est-ce que le consommateur réclame le même type d'expérience des deux parts du continent? Je pense que le consommateur, il est pratiquement le même des deux parts de continents, en Europe et aux États-Unis. Mais je ne sais pas pourquoi. Les concepts en Europe sont moins poussés, moins aboutis. Et ceux qui le font le plus, ça serait les grands magasins, le bon marché quand ils font les expositions, où il y avait eu au Galeries Lafayette, à Haussmann, il y avait eu tout le côté où on devait sauter sur des espèces. Malheureusement, je n'ai pas pu y aller. L'année dernière, en été, il y avait eu un concept très ludique sous la coupole où on sautait dans des espèces de trampolines de couleurs. Donc, et ça va en fait vers ce genre de théâtralisation. Mais on gagnerait à y apporter plus de soins et je pense qu'en Europe, on est aussi très capable finalement avec les forces de vente, avec le storytelling, voilà, d'apporter des concepts de ce genre. D'accord. Donc, on a fait montrer donc trois exemples très différents et distincts de la théâtralisation, le Schofield, le Starbucks et les lunettes Gentle Monster. Trois concepts très différents qui sont hautement théâtralisés. Par contre, les objectifs de la marque étaient très différents dans l'un et dans l'autre. Si on parle de théâtralisation et si je reviens avec toi vers ce livre d'Émile Zola, Au bonheur des dames, il avait Oui, parlé de ces cathédrales de consommation et de cette mise en scène unique qui laisse le consommateur s'immerger, découvrir, vivre cette expérience unique. Aujourd'hui, où sommes-nous en termes d'expérience dans ces endroits théâtralisés? Est-ce que tu trouves que tout endroit théâtralisé amène le consommateur à vivre une expérience unique? tout endroit théâtralisé amène devrait. Mais comment est-ce que je fais? Alors moi, pour avoir été en retail, c'est-à-dire dans la partie cachée finalement de l'iceberg, voilà, il y a on va dire un rythme à maintenir. Il y a des équipes à former en permanence. Ça demande énormément de préparation en fait, et tout le monde finalement n'a pas cette capacité, on va dire, et donc certains concepts qui à un certain moment sont hyper intéressants, tout le monde s'y rue, au bout d'un moment ça devient obsolète, voilà. Et voilà, on disait aussi ce qui était très difficile, c'est savoir se renouveler sans donc, c'est se renouveler tout en restant le même. Oui, C'est compliqué. Voilà, being true. ouais, exactement. Exactement. Donc, ce qu'on peut dire, donc, si on va donner des takeaway messages, la théâtralisation en soi n'est pas l'objectif principal de marque. La théâtralisation doit être là pour aider les marques à s'engager davantage avec le consommateur, Exactement, oui. à condition qu'elle soit repensée, renouvelée et voilà, et que la marque pense toujours à des moyens à s'engager avec le consommateur. Et tu m'entends, Daniela? Très, très bien. Ok.
Ok, donc aussi en parallèle avec cette théâtralisation, comme on avait dit, c'est l'expérience client. Je reviens vers toi, vers ta visite à Gentle Monster, quand tu m'avais dit que tu te sentais un tout petit peu déconnectée de la marque, tu te sentais toute seule et que personne n'est venu à ta recherche. Exactement, oui. Et donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme proposition aux marques et aux managers pour éviter ce type Bah, de... la valeur humaine, rien ne la remplace en fait. Et surtout parce que, bah, comme voilà, peut-être que je me répète à chaque Insta Live que nous faisons, mais si on fait du retail physique, il y a le mot physique. Donc physique, ça veut dire des gens, voilà, qui font attention à d'autres gens, voilà, qui viennent dans les magasins. Et il faudrait presque que voilà, en France, en tous les cas, on n'a pas encore cette culture. Voilà, on peut l'avoir dans certains grands hôtels, on peut l'avoir dans certains magasins de luxe, mais de ce vendeur qui est totalement dédié finalement à l'accueil de ce client et lui faire vivre ce moment. Voilà, quand on dit oui, Unique le et plus différent. unique et différent. Alors ça paraît presque exagéré, mais si on Oui, reste très simple, c'est vraiment l'écouter, l'accueillir, l'aider, lui parler, lui raconter des histoires, bien sûr sans le saouler et sans oui. le voilà, tout ça en restant très simple et en et mais engagé voilà ce contact Et humain en revenir fait. tout simplement à l'idée que un personnel est au service du consommateur et donc doit être là pour lui rendre service et euh, Complètement. Mm. de le rapprocher de la marque. Et je pense que les marques étrangères qui viennent en France ont cette culture. Et on est en train d'habituer petit à petit les consommateurs français à être amenés à penser plus qu'on est là à votre service. On est là pour vous demander comment vous y êtes, si vous avez besoin de notre aide. Notre Et aide. et venir vers vous, c'est pas vous forcer d'acheter, c'est Mais plutôt pas du tout, pas du tout. C'est vraiment un lien humain. C'est comme, mais pour tout type de commerce, je veux dire, de la boulangère au bio c'est bon, au Christian Dior, pour voilà, passer, voilà, il y a un contact humain, il y a un langage à comprendre chez le client et finalement un moment à lui apporter. mm, Ça paraît simple, oui, mais finalement, c'est hyper compliqué. oui, On se rend compte c'est que c'est ce vrai, qu'il y a de plus difficile. oui. Parce que quand on a réussi ça, on a tout réussi. Et en effet, la théâtralisation, le produit, tout ça, ça compte peu finalement. Oui, en Euh, tout cas, c'est un levier de différenciation de la marque qui vient vraiment ajouter ou mettre en valeur ces aspects esthétiques ou de design dans un point de vente. Donc, l'aspect humain est un levier important et intégral dans l'atmosphère du point de vente et qui vient mettre en valeur non pas la marque, mais ça va lui donner sens dans la vie du consommateur. Je pense que la plupart des marques aujourd'hui qui ne sont pas en train de pouvoir s'améliorer ou de vendre plus, c'est elles ne sont plus pertinentes. They are not relevant, comme on dit, Complètement, complètement. Mais avec les l'idée, c'est pas consommateurs. vendre. On n'est plus du tout en train de vendre. On est C'est en train l'échange, d'établir un lien, une relation. en fait, une relation. Et quand on l'a celui-là, ben, il est exceptionnel. Je veux dire, moi, si on ferme les yeux et on doit me dire, ah ben, rappelle-toi d'une expérience en magasin, pourtant j'en visite, hein, bon, c'est mon métier, eh bien, celle dont je me souviens, c'est celle dont la personne s'est vraiment occupée de moi. Mm. Soit au moment du règlement de mon achat, soit parce qu'elle m'a accueilli d'une manière fabuleuse, soit parce qu'elle m'a raconté une histoire sur un produit ou sur... et je ne peux pas en citer 46 000 finalement, parce Oui, que
bien sûr. Et en plus, quand on se déplace, je veux dire, déjà, c'est ça qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, c'est que, bien sûr, il y a le digital, voilà, on a des vies très fragmentées. Mais quand le client prend la peine de se déplacer et de venir donc Dans notre point de dans vente notre point de vente, physique, physique, la moitié du chemin, elle a déjà été faite. Et c'est donc, ça. on n'a plus que la deuxième moitié qui est aussi la plus difficile, mais c'est celle-là que le magasin fait à travers finalement le vendeur, le manager, voilà, le propriétaire du magasin. Voilà, après, si tu veux, on pourra aussi essayer de trouver des typologies, voilà, faire des lives, des Insta Live là-dessus. Mais c'est ça qui est intéressant. Moi, en tout cas, personnellement, moi, ce que j'aime dans le retail, c'est ça. C'est ce lien, L'aspect humain. ce côté humain. Et peut-être ça serait l'occasion de trouver un nouveau thème pour y discuter. Exactement, exactement. Daniela, comme d'habitude, moi je regarde l'heure, soucieuse Je de ne sais. pas être coupée par Instagram. Avant de terminer ce live, est-ce que tu as des renseignements à partager sur ce qu'on a discuté aujourd'hui, sur la théâtralisation du retail? La théâtralisation du retail, j'allais dire, on peut aussi dire que, comme dans un théâtre, finalement, donc le magasin peut mettre en place une programmation pour informer ses clients de ce qui va se passer dans le magasin. Vous savez qu'à l'Opéra de Paris, au mois de janvier, il y aura tel ténor. Au mois de février, vous aurez tel danseur classique de Tel Aviv qui viendra à l'opéra, etc. Donc, c'est du travail en amont à faire. Voilà. En plus, après, il faut former finalement les équipes à être des ambassadeurs de cette théâtralisation, comme on disait, parce que c'est eux qui vont faire le lien. Et qu'est-ce que je peux dire en dernier, et après, peut-être, je ne sais pas, laisser un souvenir, penser à quelque chose on parle de la marque du souvenir, voilà, de ce moment unique, en fait. Un takeaway message. Exactement, Takeaway. exactement, exactement. Très bien. Merci, Daniela. Merci, Alia. Comme d'habitude, on va partager ce live sur Instagram TV et sur YouTube. Et on pensera à de nouveaux thèmes à discuter sur le retail et sur ton expérience avec le retail. Merci, Daniela, Avec très encore grand une fois. plaisir. À très Merci. bientôt. Merci. Belle Ciao, soirée. ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.